Le dernier livre du très prolifique essayiste américain Jeremy Rifkin vient juste d'être traduit en français. Son titre, tout un programme, La nouvelle société du coût marginal zéro. J'ai demandé à Michel Vol, polytechnicien, NSAE, docteur en histoire et coprésident fondateur de l'Institut de l'économie, d'en faire une lecture rigoureuse. Bonjour Michel Vol. Bonjour Laurent Phébis. Alors, ce point de départ de Rifkin, le coût marginal zéro, me rappelle, et m'a rappelé au souvenir, m'a fait ressortir de mes archives, un rapport publié il y a 15 ans pour le Commissariat général au plan, Économie des nouvelles technologies, où vous évoquiez déjà très longuement toutes les conséquences de l'économie à coût fixe et du coût marginal à zéro. Alors, le coût marginal tend vers zéro. Quelle est la contribution spécifique de Jeremy Rifkin en sciences économiques? Alors, bon, d'abord, on peut lui rendre hommage. Il a anticipé ou constaté cette tendance de l'économie vers le coût marginal nul. Bon, c'est bien. Comme vous dites, on avait déjà vu ça il y a quelque temps. Enfin, c'est quand même bien que cette idée commence à percoler dans les travaux d'un essayiste. Ensuite, son deuxième apport dans ce livre, c'est qu'il énumère un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes réels et réellement importants, dont il souligne les diverses dimensions. Bon, l'Internet des objets, l'impression 3D, les MOOC, comme on dit dans l'enseignement. Voilà, tout ça, ce sont Il agrège tout ce qui est innovant, tout ce qui brille. Voilà, tout ce qui brille. Oui, il aime peut-être un peu trop ça, mais bon, c'est quand même pas mal de souligner ces nouveautés parce qu'effectivement, beaucoup de gens les ignorent, quoi. Alors, Michel Vol, une seconde idée centrale de Jeremy Rifkin, c'est que grâce à ce coût marginal zéro que vous aviez vous-même étudié il y a une quinzaine d'années, une économie du partage est en train de remplacer l'économie de l'échange. Cela appelle ce qu'il nomme lui-même les communaux collaboratifs. Quel regard vous avez, vous, en tant qu'économiste, sur cette analyse? Oui, alors c'est là que la limite de l'apport de Jeremy Rifkin. Les communaux collaboratifs, oui, c'est un phénomène réel. Hein, c'est une extension de l'économie d'échange et de l'économie de troc qui existe déjà d'ailleurs dans les réseaux d'amis ou dans la vie familiale. Hein. Il est vrai que l'Internet a permis une extension de cette économie de troc et de dons. Hein. Mais il lui donne une importance prospective sans doute excessive, parce que si on est dans l'économie du coût marginal zéro, c'est également une économie du coût fixe, et ça il l'oublie. Hein. Pour que cela fonctionne, il faut des plateformes fort coûteuses, et il faut bien sûr que, contrairement à ce qu'il dit, les entreprises qui mettent en place ces plateformes puissent obtenir une juste rémunération de l'effort qu'elles ont fait. Il ne regarde que ce coût marginal, le coût de production de l'unité supplémentaire à zéro, et il ne regarde pas le coût d'investissement en amont. Voilà. Alors il y a plusieurs conséquences à ça. D'abord, il applique abusivement une règle qui est de considérer comme optimale la tarification au coût marginal. Ça ne marche que si le coût marginal est supérieur au coût moyen. Mais dans tous les cas où le coût marginal est inférieur au coût moyen, ce qui est précisément le cas puisqu'en l'occurrence il est nul, c'est la tarification au coût moyen qui s'impose et non pas au coût marginal. Donc il déduit d'ailleurs de cette obligation, pense-t-il, de tarifier au coût marginal, la disparition du capitalisme, c'est-à-dire au fond... Oui, alors c'était justement la fin des question que je voulais entreprises. vous poser. C'est-à-dire que la logique que déroule Jeremy Rifkin dans son livre, c'est une vision prophétique, avec ce coût marginal à zéro, chacun selon ses besoins, selon la célèbre formule, et disparition du capitalisme. Que pensez-vous de ce raisonnement? C'est-à-dire disparition des entreprises, puisque si le prix est nul, il n'y a plus d'entreprise possible, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est d'ailleurs assez drôle, puisque dans sa conclusion, il chante la louange des entrepreneurs. Alors je me demande ce que devient l'entrepreneur dans un monde sans entreprise. D'un point de vue donc factuel, il apporte des choses qui peuvent être jugées intéressantes, surtout par les gens qui les ignorent, donc ça peut toujours apprendre des choses aux gens. Du point de vue du raisonnement, par contre, c'est d'une extrême faiblesse. Alors, un monde sans entreprise, comme vous le disiez à l'instant, un monde sans monopole, un monde sans oligopole, un monde sans prix Nobel Tyrol qui ne sert à rien dans ce monde-là,
puisqu'il n'y a pas de pouvoir économique, il n'y a pas de pouvoir économique et financier, il n'y a pas de pouvoir politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que si on veut comprendre ce monde-là qui est en train d'émerger, effectivement, il vaut mieux lire Jean Tirole, hein, il vaut mieux lire Nicolas Curien, il vaut mieux lire Nicolas Colin, parce que ce que dit Nicolas Colin sur la multitude est beaucoup plus profond que ce que dit Jérémie Rifkin. Jérémie Rifkin, c'est un essayiste, c'est plus précisément un conférencier. C'est un homme qui sait séduire par la parole, il est d'ailleurs extrêmement agréable à écouter, il a fasciné beaucoup de dirigeants, il est reçu par les chefs d'État, il leur parle, et en leur parlant, il leur donne l'impression de comprendre des choses, alors qu'évidemment, il les envoie dans des impasses, quoi. Donc c'est finalement, c'est plus qu'une limite de son apport, je crois qu'à certains égards, il est négatif, hein, parce que les idées qu'il promeut sont fondamentales, physiquement erronées. Elles sont contraires à la logique. Mais est-ce qu'il y a des éléments centraux, justement, des failles de son raisonnement? C'est pas d'évacuer les phénomènes de pouvoir sur le marché, et puis en conséquence, derrière, un sujet que vous avez beaucoup étudié, Michel Vol, les phénomènes de prédation. C'est ça qui est extraordinaire. Cette informatisation, nous le savons, elle change le domaine du possible, elle apporte également des dangers. Bon, ces dangers, la moindre des choses pour un essayiste, c'est de les signaler. Et notamment le fait que la banque soit devenue globalement prédatrice du système productif, c'est quand même c'est dû à l'informatique, hein. Si l'informatique ne lui avait pas apporté ces outils, elle n'aurait pas pu le faire. Donc le fait de ne pas même signaler ça, de ne pas même montrer les risques que la société court, je trouve ça étonnant. Mais Jérémie Rifkin nous dit, dans l'économie du partage, nous allons avoir le financement collaboratif, le crowdfunding en anglais, donc une généralisation de ces modes collaboratifs. Oui, c'est un peu un conte de fées, hein. Tout ça suppose, dans les procédures, dans les processus, une normalisation, une organisation, une ingénierie d'affaires, une ingénierie technique aussi. Il évoque de nombreuses possibilités techniques qui, en effet, sont sans doute présentes à l'horizon du futur. Mais à aucun moment, il ne parle des grandes difficultés que ces réalisations supposent résolues, hein. Il n'évoque pas l'énormité de l'effort qui reste à faire pour résoudre les problèmes de constitution de ces plateformes, de contractualisation des relations sur ces plateformes, les questions juridiques aussi que tout cela pose. Tout ça, c'est comme si c'était déjà résolu à l'entendre. Est-ce qu'il n'a pas néanmoins le mérite d'attirer l'attention du grand public, parce que son livre est relativement facile d'accès, au moins dans sa première partie, sur cette vague fantastique d'innovation liée au développement de la microélectronique, du logiciel et d'Internet, ce que vous appelez, vous, dans votre dernier livre, l'économie avec un I. Oui, mais enfin, je trouve quand même dommage. Vous savez, le grand public, il a appris la théologie dans Da Vinci Code, hein, et il apprend l'économie en lisant Rifkin. Ce ne sont pas les meilleures sources. Je trouve que, d'une certaine façon, les lecteurs sont coupables de leur complaisance envers des travaux qui ne méritent pas qu'on les regarde avec autant d'attention. Donc, oublions Jérémie Rifkin. Et oui, et lisons Tirole, ou à défaut de Tirole, écoutons, parce que Tirole est quand même ardu, il faut le reconnaître. Alors, écoutons Nicolas Colin, qui lui parle dans un langage familier français et qui lui énonce des idées plus justes que Jérémie Rifkin. Michel Vol, je vous remercie pour ces explications.